Lors d'un dîner de famille luxueux, mon père m'a laissé un pourboire de 50 cents. Ma mère s'est moquée de ma robe et de mon travail graisseux dans un restaurant en disant « Tu seras toujours une ratée ». Mon frère a souri d'un air narquois. C'était lui le prospère. Puis soudain, l'hôte a pris le micro, m'a monté du doigt et a annoncé mon nom comme nouvelle directrice générale de l'entreprise. La salle est devenue silencieuse. Je m'appelle Clara Vance et depuis 10 ans, je vis dans le mensonge. Non pas parce que je le voulais, mais parce que c'était la seule façon de survivre à ma famille. En ce moment, je suis assise à une table en acajou dans une maison de Bellevue, à Seattle, qui sent le pinot noir cher et la dinde rôtie au romarin. Mon père, Arthur, se tient au bout de la table, son verre de vin en cristal scintillant sous le lustre de créateur. Il regarde mon frère Julien avec le genre de fierté qui appartient habituellement à un roi regardant son héritier. Un toast, dit Arthur, sa voix résonnant avec l'assurance d'un homme à qui on n'a jamais dit non. À Julien. Une autre année de succès révolutionnaire dans le monde de la technologie, un leader, un visionnaire, et clairement le seul dans cette famille qui comprend la valeur $1. La table éclate en applaudissements polis. Ma mère, Margaret, rayonne, tendant la main pour tapoter celle de Julien. Je reste assise en silence, mes doigts traçant le bord argenté de mon assiette. Je porte un simple pull sombre, délibérément choisi pour être banal. Puis l'atmosphère dans la pièce change. Je sens que ça arrive. C'est le même front froid qui s'abat à chaque fête. Arthur tourne son regard vers moi et la fierté dans ses yeux s'évanouit, remplacée par une mince et vive pointe de déception. Et puis il y a Clara, soupire-t-il assez fort pour que les 12 invités l'entendent. Tu travailles toujours à ce petit boulot au restaurant, je suppose. Margaret ajoute sa propre pique. Dis-moi, ma chérie. Est-ce que tu laves au moins ce tablier, ou la graisse fait-elle désormais partie du tissu? Quelques cousins gloussent dans leurs serviettes. Julien sourit d'un air narquois, prenant une lente gorgée de son vin. Margaret secoue la tête, se penchant vers un invité. Elle a toujours été l'obstinée, murmure-t-elle assez fort pour que je l'entende. Nous lui avons offert le meilleur, mais je suppose que certaines personnes sont simplement faites pour le service, pas pour le succès. Je regarde Arthur. Il ne voit pas la femme qui, il y a 3 heures, a approuvé une expansion de plusieurs millions de dollars dans le centre-ville de Chicago. Il ne voit pas la femme qui possède la chaîne de restaurants même où il pense que je ne suis qu'une serveuse maladroite. Il voit une ratée. Je vais bien, papa, dis-je doucement. Ma voix est stable. J'ai pratiqué cette stabilité pendant une décennie. Bien. Se moque Arthur. Clara, tu as 32 ans. Tu senses la vieille huile de friture et les rêves brisés. C'est une honte pour le nom des Vance, mais je suppose que quelqu'un doit verser le café pendant que des gens comme Julien changent le monde. Je prends une lente inspiration. Le secret pèse lourdement sur ma poitrine, un diamant froid et dur que j'ai poli dans l'obscurité. Je regarde autour de moi dans cette pièce le luxe que je pourrais acheter 10 fois, et je réalise que le temps du silence touche à sa fin. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite à cette table de dîner, je veux prendre un moment pour vous accueillir comme il se doit. Si vous avez déjà été la personne fiable de votre famille, celle qui ne cause pas de problème, celle qui fait le travail pendant que quelqu'un d'autre reçoit les éloges, alors vous connaissez le genre d'épuisement spécifique dont je parle. Vous n'êtes pas le favori. Vous êtes le filet de sécurité. Si vous êtes assis avec moi en ce moment, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide plus que vous ne le pensez. J'aimerais aussi savoir avec qui je partage ce repas. Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, un par un. Maintenant, revenons 10 ans en arrière, à une autre table de cuisine où les fissures dans ma famille sont devenues un canyon que je ne pouvais pas traverser. Il y a 10 ans, l'air de notre maison familiale ne sentait pas le pinot noir. Il sentait les cigares chers de mon père et le parfum lourd de ma mère. J'avais 22 ans, debout dans le bureau avec un dossier entre les mains. C'était ma lettre d'acceptation dans l'une des meilleures écoles de commerce du pays. J'avais travaillé à 3 emplois à temps partiel pendant mes études de premier cycle pour maintenir mes notes et réduire mes dettes. J'avais juste besoin d'une chose, l'aide pour les frais de scolarité que mes parents m'avaient promise depuis mon enfance. Mon père, Arthur, n'a même pas regardé le dossier. Il était occupé à regarder une présentation numérique sur l'ordinateur portable de Julien. Julien,
qui avait 20 ans à l'époque, expliquait une application révolutionnaire qui, selon ses mots, allait bouleverser tout le paysage social. Papa, il faut juste un investissement de démarrage de 200 000 $, dit Julien, les yeux brillants de la confiance imméritée que seul un fils favori possède. Arthur lui tapa sur l'épaule, le visage rayonnant. L'innovation, Julien, c'est l'essence de cette famille. Je virerai les fonds demain. Je me suis raclé la gorge, tendant mon dossier. Papa, à propos de l'école de commerce. La compte est du lundi. La pièce est devenue glaciale. Arthur s'est tourné vers moi, la fierté dans ses yeux remplacée par un regard plat et clinique d'agacement. Clara, nous en avons déjà discuté. L'argent est serré cette année. Nous devons prioriser les investissements qui ont un rendement élevé. Julien construit un héritage. Toi. Tu vas juste à l'école. J'ai une moyenne de 3,9, papa, dis-je, la voix tremblante. Je vais apprendre à construire mon propre héritage. Ma mère, Margaret, est apparue dans l'embrasure de la porte, son peignoir de soie bruissant. Chérie, ne sois pas difficile. Ton père fait de son mieux avec ce qu'il a et Julien a besoin de cette chance. Tu as toujours été la stable, celle qui peut gérer les choses. Nous nous sommes dit que tu trouverais un moyen. Tu y arrives toujours. C'était la phrase, nous nous sommes dit que tu trouverais un moyen. C'était leur façon de dire que je n'étais pas leur priorité. J'étais le reste d'un problème de division qu'ils ne voulaient pas résoudre. Ils ont pris exactement 0 de leurs économies pour mon avenir. Pendant ce temps, la start-up de Julien, qui s'est avérée être un forum de jeux glorifié, a flambé 200 000 $ en 18 mois. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai quitté cette maison avec une seule valise et la prise de conscience que si je voulais une vie, je devrais la construire à partir de la Grèce. J'ai déménagé à Chicago. J'avais exactement 1 200 $ en poche et un cœur rempli de quelque chose qui ressemblait à de la glace. J'ai trouvé une chambre au-dessus d'une laverie qui sentait le plâtre humide et le détergent industriel. Et je suis entré dans un endroit appelé le Rusty Spoon. C'était un restaurant dans un quartier de la ville que les touristes ne visitaient jamais. Le propriétaire, un homme nommé Reban, avec des mains comme des gants de receveur et une couche permanente de farine sur son tablier, a regardé mon curriculum vitae puis mes chaussures chères et déplacées. « Tu as déjà porté un plateau pendant 12 heures, gamine ?» a-t-il demandé, sans méchanceté. « Non, ai-je répondu. Mais je suis la personne fiable. Je n'abandonne pas. » Reban a grogné. « Prends un tablier. Tu commences à la plonge. Si tu survis au coup de feu du déjeuner, on parlera du service en salle. » J'ai survécu. J'ai fait plus que survivre. J'ai appris le rythme d'une cuisine. La façon dont les commandes fusent. La façon dont la chaleur devient une seconde peau. La façon dont une tasse de café bien servie peut changer toute la journée d'un client. Mais pendant que je frottais des casseroles jusqu'à ce que mes jointures saignent, mes parents étaient occupés à écrire une histoire différente pour le reste de la famille. Margaret a dit à mes tantes et cousines que j'avais échoué au processus de candidature. Elle leur a dit que je me cherchais dans ville, faisant passer cela pour de l'égarement et du désœuvrement. Quand ma tante Sarah a demandé mon adresse, Margaret lui a dit que j'étais trop gêné pour recevoir des visiteurs. Ils ont transformé ma lutte en une honte familiale pour cacher le fait qu'ils m'avaient simplement abandonné pour financer l'ego de Julien. Je me souviens de mon premier salaire. C'était 340 $ après impôt. Je me suis assise par terre dans mon studio, écoutant le ronronnement des sèche-linges de la laverie en dessous de moi, et j'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir. Ce n'étaient pas les millions avec lesquels mon père jouait, mais c'était à moi. Chaque centime avait été gagné dans un monde où le nom d'Arthur Vance ne signifiait rien. Il pensait que je frottais les sols parce que je n'avais pas le choix. Il ne réalisait pas que j'apprenais les fondations d'un empire. Grandir dans la maison des Vance signifiait apprendre un type de mathématiques très spécifique. C'étaient les mathématiques du favoritisme. Aux yeux de mes parents, 1 + 1 n'égalait pas 2. Cela équivalait à tout ce que Julien voulait moins tout ce dont j'avais besoin. Au bout de 3 ans de ma vie à Chicago, le contraste entre ma réalité et l'image que Julien projetait était stupéfiant. Chaque Noël, je devais retourner à Seattle en avion. J'économisais mes pourboires pendant des mois juste pour payer le billet d'avion et un modeste cadeau pour mes parents. Peut-être un journal en cuir de haute qualité pour papa ou une écharpe en soie pour maman.
quelque chose qu'un professionnel achèterait. La scène était toujours la même. Julien arrivait dans une voiture de sport de location, portant un costume qui coûtait plus que mon loyer annuel. Il entrait et déposait un jeu de clés ou une boîte lourde sur la table. « Joyeux Noël, papa. » « Regarde dans l'allée, » disait-il avec ce sourire narquois de milliardaire en devenir qu'il s'était forgé. Une année, c'était un VUS de luxe. Une autre année, c'était un voyage tout frais payé dans les Alpes suisses. Mes parents pleuraient de joie, l'appelant leur fils visionnaire, leur fils prodige. Ils ne demandaient jamais d'où venait l'argent. Ils ne vérifiaient jamais les petits caractères. Ils se prélassaient simplement dans le reflet de son prétendu succès. Puis c'était mon tour. Je tendais mon cadeau à Margaret. Elle l'ouvrait, son sourire s'effaçant pour devenir une ligne fine et polie. Oh, une écharpe. Comme c'est pratique, Clara. Ce sera parfait pour les matins froids au restaurant, je suppose. Arthur ne levait même pas les yeux de la brochure que Julien lui avait tendue. As-tu déjà obtenu le poste de directrice, Clara? Ou portes-tu toujours des plateaux d'œufs? Je travaille dur, papa. J'apprends beaucoup sur le secteur, disais-je, ma voix faible face au rugissement de leur adoration pour Julien. Le secteur? Arthur éclatait de rire. Chérie, tu travailles dans un piège à graisse. Ce n'est pas un secteur. C'est une impasse. Tu aurais dû rester à la maison et travailler pour la firme de Julien. Il aurait pu utiliser une employée de classement fiable. L'humiliation était un poison à action lente. Il s'infiltrait dans mes os, rendant le vol de retour à Chicago plus long et plus froid chaque année. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que le piège à graisse était ma salle de classe. Au Rusty Spoon, le chef Reban Marshall est devenu le père qu'Arthur n'a jamais été. Reban était un homme de peu de mots et de beaucoup de farine. Il m'avait observé pendant 3 ans, m'avait vu gérer les rushs de 6 heures du matin, m'avait vu m'occuper des ivrognes à 2 heures du matin, et m'avait vu équilibrer la caisse au centime près chaque soir. Un mardi après-midi, après que le coup de feu du déjeuner se soit calmé et que l'air sente le fromage grillé et la victoire, Reban m'a fait asseoir. Il ne m'a pas offert un toast. Il m'a offert un grand livre de comptes. « Tu as de bonnes mains, Clara, dit-il de sa voix graveleuse. Et une meilleure tête pour les chiffres que quiconque que j'ai jamais vu dans ce trou. J'ai 70 ans. Mes genoux sont fichus. La banque veut vendre le terrain à un promoteur qui transformera cet endroit en parking. Je ne veux pas de ça. Je veux quelqu'un qui sait qu'un restaurant, ce n'est pas seulement de la nourriture. Ce sont les gens qui n'ont nulle part où aller. J'ai regardé les chiffres. Le Rusty Spoon perdait de l'argent, mais pas à cause de la nourriture. Il perdait de l'argent à cause du gaspillage. La gestion était négligente. J'ai vu le potentiel immédiatement. J'ai vu une marque. J'ai pris chaque centime que j'avais économisé. J'ai pris un petit prêt à taux d'intérêt élevé qui aurait fait frémir Arthur. Et je l'ai acheté. Pendant 6 mois, je n'y ai pas seulement travaillé. J'y ai vécu. J'ai dormi dans l'arrière-boutique sur un lit de camp qui sentait le détergent industriel. J'étais la propriétaire, la chef cuisinière et la femme de ménage. Mais un jour, tout a changé. Le jour où le poison a finalement atteint mon cœur et s'est transformé en acier. Mes parents et Julien ont décidé de visiter Chicago pour un gala de charité que la start-up de Julien parrainait. Ils ne m'ont pas dit qu'ils venaient avant d'être déjà à l'hôtel. Puis Margaret a appelé. Nous sommes près de ton petit lieu de travail, Clara. Nous pensions passer pour une bouchée rapide avant le vrai dîner. Nous voulons voir si tu es enfin devenue serveuse en chef. Ils sont entrés dans le Rusty Spoon à 14 heures. L'endroit était bondé. J'étais derrière le comptoir, les cheveux tirés en arrière, une tache de farine sur la joue, portant un tablier taché. Je ressemblais exactement à ce qu'ils pensaient que j'étais, une ratée. Ils se sont assis dans une banquette d'angle, celle avec le ruban adhésif sur le vinyle. Julien avait l'air dégoûté, utilisant une serviette pour essuyer la table avant même de s'asseoir. « Mon Dieu, Clara, comment respires-tu ici » a ricané Julien. L'air est littéralement composé à 40% de Saint-Doux. J'ai pris leur commande. Je les ai servis moi-même. Je leur ai apporté les meilleurs hamburgers de la ville, mais pour eux, ce n'était que de la nourriture de restaurant. Ils ont mangé avec un air de pitié profonde.
Quand l'addition est arrivée, à peine 45 $, Arthur a sorti son portefeuille de créateur. Il a jeté un billet de 50 $ sur la table. Garde la monnaie, Clara, dit-il, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Considère ça comme un bonus pour ton dur labeur. Peut-être que tu pourras t'acheter une paire de chaussures décentes pour ne pas avoir l'air si dépenaillé quand nous te verrons au gala l'année prochaine. 50 $, un pourboire de 5 $. Non, attendez. Il a repris le billet de 5 $ et l'a remplacé par 2 pièces de 25 cents. En fait, tu dois apprendre la valeur d'un dollar, a-t-il dit en souriant narquoisement à Julian. 50 cents. C'est à peu près juste pour ce niveau de service, tu ne trouves pas, Julian? Julian a ri. Margaret a souri et m'a tapoté la main. C'est pour ton bien, ma chérie. Ça forge le caractère. Ils sont sortis, laissant ces 2 pièces brillantes sur la table. Je suis resté là, à regarder les pièces d'argent. Mon personnel regardait. Le chef Reban regardait. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé les pièces, je suis allé à la caisse et je les ai mises dans ma poche. Ces 50 cents ne représentaient pas mon échec. Ils représentaient leur dette. Et j'ai décidé à ce moment-là que lorsque je l'apercevrais enfin, les intérêts seraient plus élevés qu'ils ne pourraient jamais se permettre de payer. Je n'ai pas dépensé les 2 pièces de 25 cents que mon père a laissées sur la table. Je ne les ai pas jetées non plus. Je suis allé dans l'arrière-boutique du Rusty Spoon, j'ai trouvé un rouleau de ruban d'emballage résistant et j'ai pressé ces pièces d'argent brillantes sur la toute première page de mon grand livre de comptes. Chaque fois que je devais équilibrer les comptes à 3h01 du matin, chaque fois que mon dos me faisait mal à force de soulever des caisses de pommes de terre, et chaque fois que j'avais l'impression que je ne pouvais pas supporter un jour de plus de cette corvée. Je regardais ces pièces. Ce n'était plus de la monnaie pour moi. C'était un contrat que j'avais signé avec moi-même. Transformer un restaurant en faillite en une entreprise rentable n'est pas un montage dans un film. C'est une guerre lente et ardue. J'ai commencé par le gaspillage. Reban était un excellent cuisinier, mais il avait le cœur trop bon pour réaliser que les fournisseurs le surfacturaient de 20%. J'ai passé mes nuits à surligner des factures, à appeler les vendeurs à l'aube et à négocier chaque centime pour une livre de bacon. Je me suis concentré sur la seule chose que Julian n'a jamais comprise, la constance. Les gens ne vont pas dans une entreprise technologique haut de gamme pour le confort. Ils y vont pour la disruption, mais ils viennent dans un restaurant parce qu'ils veulent que le café ait exactement le même goût qu'il y a 10 ans. J'ai maîtrisé cela. En 1 an, le piège à graisse était l'endroit le plus fréquenté du quartier. En 2 ans, la file d'attente sortait par la porte tous les samedis matins. La 3e année, j'avais assez économisé pour faire l'impensable. Un petit bistrot à 3 pâtés de maison de là était en train de couler. Je n'en ai pas parlé à mes parents. Je n'en ai même pas parlé à Julian. Je suis entré à la banque avec mes déclarations de revenus et mon grand livre de compte avec les pièces scotchées et je suis sorti avec un 2e bail. J'ai créé une société mère, Crestlin Hospitality Group. Pourquoi Crestlin? Parce qu'une crête est le point le plus haut et une ligne est une frontière. Je construisais mon sommet et je traçais une ligne entre ma vie et les gens qui pensaient me connaître. Pendant que je m'étendais, les nouvelles de la famille continuaient comme une émission unilatérale et implacable. Ma mère m'appelait une fois par mois, généralement alors que j'étais en plein coup de feu du déjeuner, portant un casque sous mon tablier. « Clara, ma chérie, es-tu toujours au même endroit ?» demandait-elle, sa voix dégoulinant de cette pitié fabriquée. Julian vient de faire l'objet d'un article dans un journal d'affaires local. Il cherche un nouvel espace de bureau dans le centre-ville de Seattle. Gratte-ciel, baie vitrée. C'est si inspirant de voir quelqu'un viser vraiment les étoiles, n'est-ce pas? Je regardais mon reflet sur la table de préparation en acier inoxydable et je souriais. C'est super, maman. Je suis contente qu'il aille bien. Je ne lui ai pas dit que Crestlin venait d'acheter un immeuble commercial dans le centre-ville de Seattle. Je ne lui ai pas dit que le bureau de prestige que Julian regardait m'appartenait en fait. L'ironie était un secret délicieux. Mon frère postulait sans le savoir pour être mon locataire. Au cours des 5 années suivantes, Crestlin est passé d'un projet secret à une puissance régionale. Je n'achetais plus seulement des restaurants. J'achetais le terrain sur lequel ils se trouvaient. J'ai acheté des bistrots haut de gamme à Chicago, des restaurants de la ferme à la table à Portland, et des grilles de fruits de mer haut de gamme à San Francisco.
J'ai engagé une société de gestion, Apex Property Service, pour s'occuper du quotidien. Mon nom n'apparaissait sur aucun menu. Mon visage n'est jamais apparu sur la page Notre histoire du site web. Pour le monde, j'étais la mystérieuse PDG qui restait dans l'ombre. Pour mon personnel, j'étais CV, la femme qui savait cuisiner chaque plat sur la ligne. Mais pour Arthur et Margaret Vance, j'étais toujours Clara la serveuse, l'enfant qui vivait dans un studio. Pendant ces années, j'ai observé Julien de loin. Les calculs ne collaient pas. Je suis une PDG. Je sais à quoi ressemble une start-up qui réussit. Julien menait une vie que ses revenus ne pouvaient absolument pas supporter. Il voyageait en jet privé et offrait à mon père des montres vintage. Mais quand je regardais les rapports de l'industrie, sa société, Vance.tech, était un fantôme. Pas de brevets, pas de clients majeurs, pas de produits réels. J'ai alors compris ce qui se passait. Julien était le fils prodige ultime parce qu'il était le vendeur ultime. Il ne vendait pas de la technologie. Il vendait l'idée du succès à nos parents. Et Arthur, désespéré d'avoir un héritage à la hauteur du sien, versait leur fonds de retraite et leur fierté dans un trou noir. Je me souviens d'un réveillon de Noël, 5 ans après le début de mon expansion. Nous étions dans l'ancienne maison. Julien a tendu à Arthur un chèque de 50 000 $. Juste un petit retour sur l'investissement de démarrage, papa, a dit Julien. Les yeux d'Arthur se sont remplis de larmes. Il a serré Julien dans ses bras comme s'il était un sauveur. Puis il s'est tourné vers moi. Toujours au restaurant, Clara? A-t-il demandé. En fait, papa, je suis passé à la direction, ai-je dit. C'était la vérité, juste une très petite version de celle-ci. Diriger? C'est moqué Arthur. Alors, c'est toi qui dis aux autres serveuses quand prendre leur pot cigarette. Ce n'est pas une carrière, ma chérie. Tu aurais dû demander un emploi à Julien. Il a besoin de gens de confiance pour s'occuper des tâches subalternes. J'ai regardé le chèque de 50 000 $ sur la table. Je savais que ce compte était presque vide. Je savais que Julien venait de transférer de l'argent de l'un des propres comptes d'investissement d'Arthur pour ce cadeau. Il rendait littéralement à notre père son propre argent et appelait ça un retour sur investissement. Et Arthur était si aveuglé par son amour pour le visionnaire qu'il ne pouvait pas voir la fraude qui se tenait juste devant lui. J'ai pris une gorgée de mon eau et j'ai senti les pièces de monnaie dans ma poche. Je les avais transformées en porte-clés à ce moment-là. J'ai réalisé que les mathématiques du favoritisme étaient sur le point de s'effondrer. Mes parents avaient tout misé sur un mensonge, et la seule personne qui pouvait les rattraper était la fille qu'ils avaient laissée dans la Grèce. L'effondrement de l'empire de Julien ne s'est pas produit avec un grand fracas. Il s'est produit avec un appel téléphonique à 3 heures du matin qui a fait trembler les murs de mon tranquille appartement de Chicago. J'ai vu l'identifiant de l'appelant. C'était Margaret. À la 3e sonnerie, j'ai décroché, la voix lourde de sommeil. Clara. Clara, tu es là. La voix de ma mère était aiguë, cassante et dépouillée de son élégance. Elle pleurait, les sanglots frénétiques ailés de quelqu'un qui venait de voir son monde prendre feu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Julien, a-t-elle haleté. La police, les agents fédéraux, ils étaient au bureau à Seattle. Ils ont pris les serveurs, les dossiers, tout. Julien est. Il est parti. Clara, il a laissé une note, mais ses comptes en banque sont gelés. Et la maison. Oh, mon Dieu. La maison. J'ai senti une étrange clarté froide m'envahir. Je n'étais pas surprise. Qu'est-ce qu'il y a avec la maison, maman? Ton père a co-signé les prêts commerciaux, a-t-elle murmuré. Il a mis la propriété de Bellevue en garantie. Il a même utilisé son 4 cents un cas pour soutenir l'expansion de Julien le mois dernier. La banque nous a signifié un avis ce matin. Nous avons 30 jours, Clara. 30 jours avant d'être à la rue. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu le téléphone être arraché. Puis est venue la voix de mon père. Clara, écoute-moi, a-t-il aboyé, sa respiration lourde. Nous sommes dans une difficulté de trésorerie temporaire. Julien a fait quelques erreurs de bureau. Nous avons besoin d'un prêt-relais de 250 000 $ juste pour régler les arriérés immédiats et garder les avocats sous contrat. J'ai failli rire. Un prêt-relais. 250 000 $.
L'homme qui m'avait laissé 50 cents de pourboire me demandait maintenant 250 000 avant même le lever du soleil. Papa, je n'ai pas ce genre d'argent, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Ne me mens pas, a-t-il claqué. Je sais que tu travailles dans ce restaurant depuis des années. Tu vis dans un minuscule studio. Tu n'as pas de dépenses. Tu dois avoir quelque chose d'économisé. Et si ce n'est pas le cas, tu dois parler à ton directeur. Demande des services supplémentaires. Fais des heures supplémentaires. C'est l'héritage de ta famille qui est en jeu, Clara. C'est l'avenir de Julian. L'avenir de Julian, ai-je répété lentement. Julian vient de perdre votre maison, votre retraite et votre dignité. Et vous voulez que je frotte plus de sol pour payer ses avocats? Tu ne comprends rien aux affaires, Clara, a crié Arthur. Tu es une serveuse. Tu vois le monde à travers une cafetière. Julian est un visionnaire. Ce n'est qu'un contretemps. Maintenant, j'attends de toi que tu fasses ta part. Nous t'avons élevé, et il est temps que tu montres un peu de gratitude. Je veux cet argent pour vendredi. L'audace était à couper le souffle. Il ne voulait pas d'une fille. Il voulait une banque qui sentait l'huile de friture. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur. Ma boîte de réception était pleine de mises à jour pour la grande ouverture à New York. Un projet de restaurant phare qui m'avait coûté 3 ans et des millions de dollars. Papa, dis-je, ma voix aussi calme qu'un lac gelé. Je ne peux pas te donner l'argent pour vendredi. Mais j'ai une idée. Je me rends justement à New York ce week-end. Il y a un événement haut de gamme, un gala d'ouverture pour un nouveau groupe de restaurants. J'ai réussi à mettre la main sur une table. Tous les grands noms y seront. Des investisseurs, des PDG, le genre de personnes qui pourraient vraiment aider Julian. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. New York. La voix d'Arthur s'est légèrement adoucie, mais elle était toujours condescendante. Eh bien, je suppose que c'est la première chose utile que tu aies faite depuis des années. Qui est l'hôte? C'est quelqu'un que je connais. Un groupe hôtelier, ai-je dit vaguement. Ce sera la plus grande révélation de l'année. Si maman et toi pouvez vous y rendre, je m'assurerai que vous soyez au centre de la salle. C'est votre dernière chance. Bien, soupira Arthur. Nous trouverons un moyen d'y aller. Mais Clara, pour l'amour du ciel, porte quelque chose de décent. Ne te montre pas comme si tu sortais tout juste d'un service. Nous avons une image à maintenir, même maintenant. Ne t'inquiète pas, papa, dis-je, un petit sourire acéré se dessinant sur mes lèvres. Je porterai exactement ce que je mérite. Je vous verrai au gala. Je veux dire quelque chose à propos de cette partie de l'histoire. Je sais que 97% des gens qui regardent passent sans s'abonner. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, faites-moi la gentillesse de faire partie des 3%. Cela signifie plus que vous ne le pensez. C'est la seule façon pour moi de continuer à partager ces histoires avec vous. Avant d'en arriver au moment qui a tout changé, je dois vous demander, avez-vous déjà été l'enfant invisible? Celui qui n'était reconnu que lorsqu'il y avait un désordre à nettoyer ou une facture à payer. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Le samedi du gala d'ouverture à Manhattan était froid. Le genre de froid vif et mordant qui fait que les lumières de la ville ressemblent à des diamants déchiquetés. Le lieu était un chef-d'œuvre de verre et d'acier surplombant Central Park. Mes parents et Julian sont arrivés dans une élégante voiture de ville noire. Je les ai observés depuis la mezzanine. Julian est sorti le premier, ajustant son nœud papillon avec cette même arrogance imméritée, bien que je sache pertinemment que son compte en banque s'élevait actuellement à 4 cents $. Arthur a suivi, regardant autour de lui avec les yeux d'un homme affamé à un banquet, désespéré de trouver un milliardaire pour le renflouer. Je les ai rejoints près des cordons de velours de l'entrée VIP. Je ne portais pas mes vêtements de travail. J'avais choisi une robe en crêpe de laine anthracite, à manches longues avec un col pointu, un tailleur de pouvoir sous la forme d'une robe. C'était le genre de robe qui, selon ma mère, me donnait trop l'air d'une avocate. Mais quand Margaret m'a vu, elle n'a pas vu la PDG. Elle a vu une serveuse qui avait oublié son plateau. Clara, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fais là? A-t-elle murmuré, sa voix aiguë d'embarras. On va te voir. Va à la cuisine ou là où tu es censé être. Et pourquoi portes-tu ça?
On dirait que tu essaies de te déguiser. Arthur n'a même pas arrêté de marcher. Il était occupé à balayer la pièce du regard. Rends-toi utile, Clara, a-t-il lancé par-dessus son épaule. Sers un gin tonic à ta mère et dis au directeur que nous avons besoin d'une table près de la scène. Julien doit être vu par les bonnes personnes ce soir. Ils sont passés devant moi, se dirigeant vers le centre de la salle de bal. Ils n'ont pas remarqué que les agents de sécurité ne m'ont pas arrêté. Ils n'ont pas remarqué que le personnel de service prenait les ordres de mon chef des opérations d'un simple signe de tête vers moi. Ils étaient dans ma maison maintenant. Ils pensaient être les invités d'honneur. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'être l'événement principal. La salle de bal était une mer de cravates noires et de soie chatoyante. Mais alors que je me tenais derrière le lourd rideau de velours, la seule chose que je pouvais sentir était le poids de ma robe et le métal froid et dur d'un porte-clés dans ma paume. 2 pièces de 25 cents. Les mêmes que mon père avait jetées sur une table de restaurant collante des années auparavant. Le maître de cérémonie s'est approché du microphone. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, sa voix résonnant contrôlée au plafond voûté. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'un nouveau restaurant. Il s'agit de la vision derrière le Crestlin Hospitality Group. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre fondatrice et directrice générale, la femme qui a transformé un unique restaurant en difficulté en un empire national, Mademoiselle Clara Vance. Les applaudissements ont été un mur de son physique qui m'a frappé alors que j'entrais dans la lumière. Les projecteurs de la scène étaient aveuglants, blancs et chauds, mais alors que je marchais vers le podium, mes yeux les ont trouvés immédiatement. Table 14, en plein centre. Le visage d'Arthur était un masque de choc figé. Son verre de vin était à mi-chemin de ses lèvres, mais sa main s'était arrêtée. Margaret avait l'air d'avoir vu un fantôme. Julien était le seul qui essayait de maintenir les apparences. Il était pâle, ses yeux cherchant les sorties comme s'il cherchait un moyen d'échapper à l'inévitable. J'ai atteint le microphone et j'ai attendu. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 secondes, puis 10. Je voulais que chaque personne dans cette salle sente le changement dans l'air. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé, ma voix stable, amplifiée par le système de sonorisation. La plupart d'entre vous me connaissent comme un nom sur un papier à en-tête d'entreprise, mais certaines personnes dans cette salle me connaissent comme Clara la serveuse. Certaines personnes dans cette salle ont passé une décennie à me dire que j'étais une ratée parce que je préférais la réalité d'une cuisine aux promesses creuses d'une fausse start-up technologique. J'ai regardé directement la table 14. La mâchoire d'Arthur s'est crispée. Ce soir, nous célébrons l'expansion de Crestlin à New York, ai-je continué. Mais nous célébrons aussi la clarté. Pendant des années, on m'a dit que l'innovation était le seul héritage qui vaille la peine. Mon frère Julien était présenté comme la référence. Mais ce que mes parents n'ont pas réalisé, c'est que la société révolutionnaire de Julien ne construisait rien. C'était un fantôme. C'était un locataire dans l'un de mes immeubles à Seattle. Et depuis 3 ans, les retours qu'il donnait à mes parents n'étaient en fait que leur propre fonds de retraite recyclé à travers une société écran que je surveillais depuis des mois. Un hoquet collectif a parcouru la salle. L'élite de Manhattan a tourné la tête comme un seul homme pour regarder la famille Vance. « Papa », ai-je dit, ma voix prenant un ton clinique et acéré. « Tu m'as un jour laissé 2 pièces de 25 cents sur une table et tu m'as dit que c'était tout ce que valait le service. Tu m'as dit que Julien était le seul qui comprenait la valeur d'$1. Mais Julien ne comprend pas la valeur. Il ne comprend que le prix. Et le prix de ces mensonges est officiellement arrivé à échéance. À 9 h ce matin, Crestlin a finalisé l'achat des titres de créance de la banque sur votre propriété de Bellevue. Tu ne perds pas ta maison au profit de la banque, papa. Tu la perds à mon profit. Le silence qui a suivi était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée. Ce n'était pas le silence de l'ignorance. C'était le silence d'un homme réalisant qu'il avait payé un loyer à sa propre déception. Je me suis reculé du microphone et pour la première fois en 10 ans, les comptes étaient enfin équilibrés. J'ai quitté cette scène et pour la première fois en 32 ans, mes pas étaient légers. Je n'ai pas attendu que les applaudissements s'éteignent. Je suis allé directement dans la loge. 5 minutes plus tard, mes parents et Julien ont été escortés par la sécurité. L'air dans la pièce était cassant. Ma mère pleurait, les sanglots désordonnés et frénétiques d'une femme qui venait de réaliser qu'elle avait créé un fantôme dans sa propre maison.
Clara, commença Arthur, sa voix dépourvue de son habituel tonitruant. Nous ne savions pas. Julien a menti, papa, ai-je interrompu. Et vous l'avez cru parce que vous vouliez un fils visionnaire plus que vous ne vouliez une fille réelle. Chérie, halta Margaret en attrapant ma main. Nous sommes une famille. Tu as tout ça. Tu peux sûrement nous aider avec la maison, pour les frais de justice de Julien. Je les ai regardés et j'ai pensé au pourboire de 50 cents et à la décennie de tablier graisseux. J'ai pensé aux nuits où je dormais sur un lit de camp dans une arrière-boutique pendant qu'il s'envolait pour les Alpes. Je ne suis pas votre banque, dis-je, ma voix aussi stable qu'un mur porteur. Et je ne suis plus le pipeline de Julien. Julien fera face aux conséquences de sa propre fraude. Quant à vous, j'ai mis en place une fiducie. Elle paiera pour un modeste appartement de 2 chambres. Elle couvrira vos besoins de base, mais le compte est examiné trimestriellement par ma firme. Pas d'accès conjoint, pas de pré-relais, et pas d'argent pour Julien. Tu es cruel, a murmuré Arthur. Non, papa. Je suis juste. Il y a une différence. Je n'ai pas attendu qu'ils argumentent. J'ai quitté cette pièce et je suis sorti dans la nuit new-yorkaise. J'ai regardé les lumières de la ville et j'ai réalisé que les mathématiques du favoritisme avaient enfin été résolues. J'avais passé 15 ans à être patiente, silencieuse et fiable. Mais alors que je me tenais là, j'ai réalisé que la personne fiable, si elle a de la chance, apprend enfin à se remercier elle-même. C'est le seul remerciement qui allait un jour arriver à temps. Je m'appelle Clara Vance. Je suis la directrice générale de Crestlin. Je suis une fille qui n'est plus un fantôme. Et pour la première fois, le café est chaud, le dossier est clos, et je suis enfin chez moi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires de limites et de vérité. On se voit dans la prochaine.